Vous êtes chez MMA Propagande, bonsoir. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit podcast consacré à l'UFC Paris de ce samedi. Je suis aujourd'hui avec Mystic Matt. Mystic Matt, comment ça va? Très très bien, comme une début de semaine pour un événement à Paris, donc toujours très très bien. Ok, et je suis aussi avec Mounir. Mounir, comment ça va? Ça va et toi? Vous allez bien les gars? Ça va Impeccable. parfaitement. Et ça va parfaitement parce que, je vais pas mentir, il y a beaucoup de combattants que j'apprécie beaucoup qui vont combattre ce samedi. Ça va être incroyable, je pense. Comme à peu près tous les UFC, c'est-à-dire les deux UFC qu'on a eu jusque-là. D'ailleurs, Euh, ouais, parlons des UFC, des trois UFC Paris, lequel vous hype le plus? Enfin, quand je dis vous hype le plus, c'est en termes d'adversité et de niveau. Parce que la hype n'égalera jamais celle du premier, c'est normal. Mais en ouais. termes de niveau de combattant, c'est lequel qui vous séduit le plus? Pour moi, Pour le 3. et pour ma part, c'est celui-là. Ouais, Ah, ouais, pareil. ouais, je pense aussi, ouais. Parce que les deux premiers, ça tenait toujours sur des têtes Fait envoyer les d'affiche, Français. des trucs comme ça, ouais. Je suis d'accord. Là, il y a vraiment des match-ups intéressants. On va en parler tout de suite. D'ailleurs, on commence tout de suite avec un combattant qui n'est pas français, mais qui est francophone. Bolaji Oki, qui combattra Chris Duncan. Et ça, c'est quelque chose que vous avez suivi de près. Qui veut commencer? Mathéo, Alors, moi je peux commencer. allez. Du coup, ça va être un gros duel de strikers déjà. Les deux, c'est vraiment en termes de striking, ça va striker en tout cas, ça va pas aller au sol. Euh, Surtout Bolaji Oki, je peux en parler parce qu'il a battu un Français assez récemment au Dana White Contender Series, qui est Dylan Salvador, quelqu'un qui est très très fort en striking. Je pense que Mounier peut en témoigner. Euh, et on va dire il l'a battu de manière quand même, à la limite, qui gagne, ok, pourquoi pas. Mais de cette manière-là, c'est quand même assez impressionnant. Après, il a quand même fait son entrée à l'UFC où j'ai été un peu déçu. Il a fait une décision partagée contre quelqu'un qui avait l'air pas mal, mais j'avais plus d'espoir en tout cas sur Bolaji. Donc j'attends de voir quand il revient dans la cage là, ce week-end. Et Chris Duncan, c'est quelqu'un aussi qui est très fort du coup en striking. Beaucoup de victoires par KO. Qui a combattu au Bellator notamment. Il était en 3-0 là-bas. Il est sur une défaite par contre, par Ouais. une soumission au premier round. Ça va être, ça va être pour un début de carte, c'est parfait. Franchement, c'est le combat qui va mettre tout le monde dans le bas, je pense. Je pense que le public français va kiffer, franchement. Et en tout cas, j'espère que Bolaji va gagner, étant donné que c'est un francophone. Et ça va être très très serré quand même. Je vais pas mentir que ça va être assez compliqué. Et je pense quand même que Bolaji peut s'imposer. Je pense Ouais. qu'il est plus technique et il frappe très fort aussi. Il frappe Ça va finir, sûrement tu plus crois? fort que Duncan. À finir, c'est quand même compliqué. Euh, Et les deux, ils sont solides. Et les deux, ils sont solides. Je pense que ça va être une carte sur 3 rounds. Et en plus, il s'est jamais fait finir Bolaji. Duncan une seule fois. Mais ouais, non, je pense que ça va être une carte sur 3 rounds. Euh, ça... Franchement, c'est quand même serré, mais je vois quand même Bolaji au-dessus. Ok. Mounir, j'imagine que tu avais suivi Bolaji Oki contre Dylan Salvador. Parce que Oui. bon, la, Euh, la Muay Thai Connection, là. Et j'ai été impressionné par la performance qu'il a délivrée ce soir-là. Et pour être honnête avec vous, sur la carte de cette UFC Paris, c'est le combat le plus incertain en termes de pronostics que j'ai pu voir sur toutes les oppositions qui sont proposées ce soir-là. C'est vraiment l'opposition la plus incertaine, tellement ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Parce que comme Matteo l'a dit, ils ont un style assez similaire. Ces deux gars qui sont ultra explosifs, qui peuvent éteindre, mais qui ne se sont jamais fait éteindre d'un autre côté. Donc, la défaite de Duncan avant la limite, c'est une submission. C'était pas un KO TKO, si je me trompe pas. Il s'est fait sub, c'est ça? Ah, le dernier combat, Duncan? Ouais, c'est ça, c'est une soumission. Voilà, c'était une submission. Et ouais, en fait, c'est deux fusées qui vont se rentrer dedans. Et il y en a une qui doit, qui doit revenir debout et vainqueur. Et mon prolo, il va pencher côté Oki pour deux raisons. Fraîcheur physique. Il est un peu plus frais physiquement de ce que j'ai vu, à mon sens, Oki. Et surtout, il aura le public avec lui. Hmm. Ça, c'est un atout de poids qui est vraiment non négligeable.
En tout cas, on lui souhaite bonne chance. Je pense qu'on le soutient chez MMA Propagande. Et jusque-là, il a fait un début de carrière à l'UFC plutôt convaincant. Donc, Ah, voilà. j'avais oublié la manière. Je pense qu'il va l'arrêter au début du troisième. Oh, Moi, j'ai un ticket au début de troisième. c'est noté. On passe à un combat suivant, la première française de la carte, qui est Nora Cornol, qui va affronter Jacqueline Cavalcanti, qu'elle a déjà affronté comme premier combat de sa carrière professionnelle en MMA, et qu'elle a perdu, c'est sa seule défaite. Donc là, il y a un petit rematch, je crois que c'est en short notice, c'est Cavalcanti qui a remplacé quelqu'un, dites-moi si je me trompe. C'est ça, Germaine de Randami. Voilà. Bon, évidemment, c'est pas le même niveau en termes de rankings de Randami. C'est un nom quand même. Elle a eu une ceinture, donc forcément, gagner ce combat-là, ça aurait propulsé Nora dans le classement. Mais bah, c'est quand même un combat intéressant parce que ça permet de venger une défaite. Ça a un sens, on va dire. Mounir, t'en penses quoi? Qui va gagner? Toi, tu l'avais déjà vu, Nora, à l'UFC Paris. C'était le deuxième? Ouais, j'étais présent. Le Muay Thai encore. Présent à l'UFC Paris, j'ai vu Nora. Et même avant l'UFC Paris, je l'ai vu combattre en Muay Thai, Nora. Ouais. À de nombreuses reprises et je croyais qu'on a partagé une carte. Oh. J'ai un doute, mais je crois qu'on a partagé une carte, mais c'était il y a très longtemps. C'était il y a très longtemps. Et elle n'était pas. Tu fais l'ancien, là. Je suis vieux, frère, je suis vieux. Elle n'est pas connue comme elle l'est aujourd'hui. C'est un match-up qui est intéressant dans le sens où ça a une odeur de revanche. Je sais pas pourquoi il y a une odeur de revanche dans l'air. Le fait que Cornol ait accepté Cavalcanti à la dernière minute et que Cavalcanti prenne le match-up, c'est qu'elle a confiance en ses capacités de pouvoir rebattre Cornol. Sauf que la combattante que tu as connue à 1-0 et la combattante à 0-0 plutôt, 0-0, ouais. qui est en 8-1 là actuellement, c'est pas la même personne. Surtout que Nora, elle a quand même... c'est une carrière assez impressionnante. Il y a beaucoup de finish dans son... On va pas faire le sexiste ici, mais pour une femme, elle a énormément de finish. Ah oui, oui, oui. Le seul combat qu'elle a... Ouais, c'est ça. Le seul combat qu'elle n'a pas fini, c'était son premier à l'UFC. Le reste, c'est des finitions. Contre Edwards. Et elle avait tout le combat à Edwards. Elle faisait que d'aller au sol. C'était pas... Bah, elle n'avait pas de réponse debout. Elle n'avait aucune réponse à ça. Ah bah oui. Plaquage, coup de genou en clinch, elle n'avait aucune réponse. Ton prono? Mon prono, je vois bien Cornol avant la limite. Je pense qu'elle va lui faire payer très très cher la petite rature qu'il y a sur son bilan actuel. On va faire une histoire personnelle. Milieu du deuxième. Ça marche. C'est noté. Mathéo? Ouais, moi je vois aussi Cornol. En fait, Cornol, ouais, comme on a pu le dire, elle tape très très fort. Cavalcanti, elle a un peu plus de débit. C'est sûr, en tout cas, elle fait pas aussi mal que Cornol, ça c'est sûr. Et le point fort aussi de White Cornol, comme peut le dire Mounir, c'est son clinch. Et il suffit qu'elle elle la bloque en clinch contre la cage, ça peut faire énormément de dégâts. Donc je vois aussi Cornol. Après, est-ce qu'elle finira? En fait, le problème, c'est que Cornol, elle tape tellement fort. Et puis, elle a aussi battu Melissa Mullins maintenant, qui était Melissa Dixon avant. Et elle a terminé d'une manière quand même. Le combo était... Franchement, c'est du très haut niveau. Et en tout cas, pour cette kata, en plus, on sait qu'elle est assez vite. Assez vite, pardon. Elle peut monter très, très rapidement. Donc, moi, je la vois peut-être s'imposer par TKO au 2 ou au 3e round. Parce que je pense que le combat, c'est comme on a pu le dire, il y a une revanche, il y a une histoire quand même. Les deux, elles vont essayer de se jauger un peu pour voir comment elles ont évolué depuis. Et après, ouais, ça va rentrer. Mais ouais, je pense qu'Arnold va s'imposer. Peut-être pas facilement, mais je pense qu'elle a plus évolué que Cavalcanti en tout cas. Ok. C'est noté. On reviendra te voir si ça se passe pas comme ça. On passe au combat suivant. Taylor Lapillus contre Vince Morales. C'est pas le combat suivant, on en saute quelques-uns. On veut vraiment se concentrer sur les Français. Taylor Lapillus qui a 2-1 à l'UFC depuis son retour, parce qu'avant ça, il était
Combien il était à combien? 4-2, un truc comme ça? Dans sa première partie. Il était pas 3-1, il était pas 3-1. Quand il a 3-1, oui, pardon, excuse-moi. Il était à 3-1. Ouais, 3-1. Ouais, 3-1, et là, il est à 2-1. Et sa seule défaite, c'est contre Farid Basharat, qui semble faire un bon début de carrière à l'UFC aussi. C'est violent. Il est à 3 ou 4-0, je crois, l'UFC pour l'instant. Ouais, enfin, il est à 3-0 si on compte pas les contenders. Donc, Farid, c'est sérieux. Voilà, c'est pas une défaite honteuse. Et là, pour l'instant, Taylor reste sur une victoire. Donc aujourd'hui, ce samedi, il affronte Vince Morales. Qui veut m'en parler? Est-ce que Mathéo, tu peux commencer? Ouais, bien sûr. J'ai regardé juste avant quand même Vince Morales, parce que je connaissais pas. J'ai regardé son dernier combat. Et de ce que je peux dire, c'est quand même bon. C'est pas du niveau de ce que. De base, Lapillus devait affronter Lima, qui était l'ancien champion de l'Octagone, et qui a pris du coup, qui avait pris un short notice contre. Je sais plus contre qui c'était, l'UFC. Je vais vérifier, mais. J'ai cherché, vas-y. En tout cas, il avait pris un short notice contre un bourbier. En plus, c'est un combattant que j'aime bien, j'ai oublié son nom. Et, il a fait un gros combat, mais il a gagné d'ailleurs. Et du coup, c'est pas du tout la même opposition. Là, il prend Vince Morales, du coup, qui était déjà à l'UFC, qui revient à l'UFC. Donc, en combattant, j'ai regardé son dernier combat qui assez brouillon debout, qui essaye surtout de faire des blitz et de rentrer au corps à corps. Et sauf que, bon, on connaît Lapillus, sa gestion de la distance, son anglaise, franchement, c'est du très haut niveau à l'UFC. Et je pense que Lapillus va vraiment le dominer. Et franchement, j'aimerais que Lapillus finisse. En fait, j'ai l'impression de dire ça à tous ses combats. Mais là, je trouve qu'il y a moyen, en tout cas. Par contre, attention quand même, Morales a l'air d'être très bon au sol. Il a sorti une soumission à son dernier combat, une péruvienne Nekti. C'est quand même c'est rare. Et ouais, sinon, et puis bon, après, j'ai pas d'inquiétude sur ça parce qu'elle a plus une grosse takedown defense quand même. Donc, je le vois pas. Moi, je pense que ça va être une formalité pour Lapillus. Je le vois pas se faire inquiéter par cet adversaire-là. Il a connu tellement des meilleures oppositions. Il a affronté Cody Stamann à son dernier combat. Même si c'est pas le Cody Stamann on va dire, pas prime, mais à son meilleur, c'est quand même un nom à l'UFC. Farid Basharat, comme on a pu le dire avant, qui est un sacré nom. Kaolan Lugran, qui arrive à l'UFC comme prospect. Il a fait une bonne perf. Contre Lugran. Ouais, contre Lugran, c'était parfait. C'était parfait. Lugran, il a cherché à gagner des rounds. Ouais. Lugran a aussi, il a pourri un peu le combat à faire que des tentatives d'amener au sol contre la cage. Ouais. Et il a affronté Demarte Peña aussi, qui certes c'était à l'ARES, mais qui pour beaucoup a le niveau pour être à l'UFC. Franchement, c'est pas la plus grosse opposition qu'il a. Pour moi, il va s'imposer assez facilement. Le nom que tu cherchais, c'était Naimov? C'est ça. Naimov. Ouais, Elif Bedima qui a pris ce combat-là et qui l'a gagné round 3 par son C'est ça. Naimov que j'avais mis d'ailleurs dans mon thread que j'avais fait en début d'année sur les gars à suivre. Donc, c'est pour dire. Mais ouais, moi je vois quand même Lapillus s'imposer par décision, je pense. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, Mathéo écrit des petits trucs sur Twitter où il dit un peu les gars à suivre et tout, et très très souvent il tombe juste. On prend des petits prospects, puis quelques années après, hop, ils sont bien classés. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est ça. Et du coup, ouais, Lapillus décision unanime, je pense. Franchement, j'aimerais qu'il rentre dans son adversaire, mais bon, il a été fini une seule fois par KO TKO. Je pense que ça va être compliqué. Il a l'air d'avoir un bon menton quand même aussi. Donc, moi, je serais pas choqué que Lapillus cherche la décision et ça serait pas idiot. Du moment qu'il domine, moi, ça me va. En tout cas, pour le message à l'UFC, pour moi, il faudrait qu'il finisse. Ouais, ce serait important. C'est très très important pour lui de finir. Il faut qu'il termine ce combat. Parce que malheureusement, Taylor Lapillus, on parlait de Belal Mohamed comme étant The Decision Man. On a la même version en France. Pas dans le même registre, attention, c'est pas le même registre, je suis d'accord, mais
La Pilus, notre decision man à nous avec Fares Diam. C'est pour ça que c'est important. On en parlera lors du combat de Fares, mais c'est important de terminer. Perso, je m'endors pas sur les combats de la Pilus. Mais là, ça me On a bien vu. C'est un peu injuste quand même là. Sa dernière perf, elle était bien. Oui, non, mais ça derrière perf, ok. Par contre, tous les autres, je dis pas. Oh, non. Et le combat qu'il fait contre Sean Brady, je le trouve excellent. Le combat qu'il fait C'est vrai, il s'est transformé en Dustin Poirier là. il y a Khabib. Non, c'est pas Khabib qui transforme les gens en poirier. Tu me vois pas comme ça. Le combat contre Burns aussi, je l'ai trouvé très bon, Belal. Ouais. Et c'est notice, le combat, il en sort notice. Bon, allez, nous fais pas la propagande Belal, s'il te plaît. Vas-y, c'est pas le moment. Vas-y. Ça marchera pas. Combat suivant, non, Mounir, parle-nous de la Pilus. Ouais, Vince Morales, c'est un ancien, hein. C'est un vieux de la vieille qui est un combattant de MMA accompli, dans le sens où il est bon à peu près partout. C'est pas un Vettori non plus, mais il est tranquille, là, il a son petit niveau. Ça veut dire quoi être un Vettori? C'est être moyen partout. Vraiment, c'est the average man, c'est le mec il est moyen partout. C'est pas un excellent lutteur, c'est pas un excellent grappleur, c'est pas un excellent striker. Là où je pense que Taylor va tirer son épingle du jeu, c'est sur ses déplacements. Il a une manière de se déplacer, la Pilus, il va le faire cavaler. Il se déplace très très bien. Franchement, La gestion de la distance parfaite. Hein. Et j'avais vu ça à Paris l'année dernière et franchement, c'était très très propre. C'est comme ça, les distances, tout ça. On a bruit que Kaolan. Parce que Kaolan n'est pas mauvais, hein. C'est un très bon combattant. Juste qu'il est tombé sur un bouc qui bouge mieux que lui et qui a plus d'expérience dans la cage. Et Taylor Lapillus, on n'en parle pas beaucoup. Il a 24. Il a un sacré bilan. Ouais. Le bilan qu'il a, il est ultra solide. Et les mecs contre qui il perd, c'est des mecs qui sont vraiment, vraiment, vraiment solides. Et je pense pas que Vince Morales fera partie de ces gens-là. Ouais. Donc j'ai Taylor Lapillus. Je dis ce que j'aimerais ou je dis ce que je pense qu'il va arriver. Dis les deux, vas-y. J'aimerais qu'il finisse, qu'il montre à l'UFC que Poto en France, on a les points être fort en France. Ouais. Mais je pense qu'il va plutôt il va gagner ses rounds et assurer sa victoire. Il va lui mettre à 30-27, hein, j'ai pas de doute. Hein. Il va lui coller un 30-27. C'est sûr. Mais voilà, c'est un 30-27. J'allais tirer sur un autre combattant gratuitement. Je dirais pas de nom. Allez, vas-y, fais-le. Non, force à Baki, j'aime beaucoup Baïsangour. Force à toi si tu regardes cette vidéo. Il faut finir, frère. Faut finir. Mais à un moment donné, t'as arrivé à un stade, faut aller au stade suivant. Comment BSD c'est devenu une superstar entre guillemets en France? Il ne fait pas de décision, BSD. Bon, je tiens à dire que les propos de Mounir n'engagent que lui. Oui, ça n'engage que moi. Baïsangour, il sait que je l'apprécie beaucoup pour l'avoir rencontré plusieurs fois. Et ouais, c'est juste ça. Et pour Taylor, c'est pareil. Taylor, fini, frère. Faut que tu finisses. Ares, c'est bien. T'as tabassé Peña comme il faut. Mais Ares, ça a une vision, ça a une portée nationale, voire européenne, mais ça va pas plus loin. Là, à l'UFC Paris, si tu termines Morales. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Voilà. Puis il y a le public à conquérir, effectivement. C'est ça. Bien. Combat suivant, c'est Ludovic Klein contre Roosevelt Robert. Ça, on va en parler un petit peu rapidement. Mystic Matt. Alors Klein, c'est vraiment un des lightweight que je suis, on va dire, dans mes lightweight pris top 15 que je supporte beaucoup, avec Zellhuber notamment et Rebecki. Et donc ouais, là c'est pour moi, bon, malheureusement il devait affronter normalement un autre adversaire. Là il va prendre Roosevelt, qui est bon. Franchement, c'est pas le top niveau. Ouais. Il y a 4-4 à l'UFC. Il est c'est la vérité, quoi. Okay. Donc tu vois un combat à sens unique? Ouais, vraiment. Il va se faire finir, je pense, Robert. Ouais. Quel round? En plus, d'ailleurs, pour l'anecdote, Klein s'est entraîné avec Lawson Keita récemment, donc c'est pour dire. Et franchement, je pense au deuxième round, il y a moyen Klein, il tape franchement fort. C'est Monsieur Alaï, c'est son surnom, donc et il avait deuxième round. Ouais, moi je éteint. Éteint. Ah oui, éteint. Ouais, non, ça sera un chaos.
Ah bah oui. Ok, ça marche. Bah, Et d'ailleurs, si c'est le combat à sens unique, bon, ça c'est toi qui le dis. On verra si c'est le cas samedi. Est-ce que tu penses que c'est une erreur de matchmaking? Là, je fais appel au matchmaker, Kianto. Hmm. Je fais appel à ton expérience de matchmaker. Ouais. c'est pas vraiment une erreur de matchmaking, c'est plus que son adversaire de passe qui était du coup Nicolas Mota. C'est désisté, donc forcément tu trouves quelqu'un qu'il faut. Bon, normalement tu essaies de mettre le meilleur que tu peux mettre en remplaçant. Mais bon, là, il s'avère que le matchmaking est déséquilibré, quoi. Donc, mais c'est sûr que, ouais. Bah, après, en plus, il m'avait sacrément impressionné, même si je l'avais prono contre Thiago Moises, il a quand même confirmé, je trouve, Klein pour son, on va dire, son positionnement en tant que gros prospect et futur top 15. Je trouve qu'il y a vraiment une petite poignée de combattants comme Ziam, Alvarez, Klein, Zelubert, ou même celui qui a battu justement Zelubert, qui sont tous à cette entrée du top 15. Rebovic, exactement. Et bah, tous ceux-là, ils mériteraient d'être top 15, 14, et c'est ceux qui arrivent. Et là, je pense que Klein, il va confirmer encore. C'est vraiment pas le. Franchement, Roosevelt, je suis un peu dégoûté même que ce combat, enfin, que ce soit celui. Ça aurait été un meilleur combat avec l'opposant d'origine. Ouais, bah oui, c'est ça. Bah, en plus, vraiment, Klein, c'est fort. Il a battu Bahamondes, qui a combattu d'ailleurs sur l'UFC Noche aussi, qui a sorti une sacrée perf. Grosse Ouais. performance, Bahamondes. Ouais, c'est ça. Et ouais, non, il a juste fait 2 défaites à l'UFC. Et en plus, il a perdu contre Nate Landwehr, un des combattants préférés de Jérémy, et Trizano. Donc, franchement, non. Non, il a Pour moi, ça va être une formalité. battu Landwehr. En quelle catégorie? C'était, je vais te dire ça tout de suite, c'était en featherweight, alors. featherweight. C'était en featherweight. C'est featherweight, c'est-à-dire qu'il est monté depuis Klein. Ouais, c'est ça. Bah, il est monté. Bah, ça se voyait quand j'ai vu les photos avec le Senketa, ils avaient l'air très très similaires au niveau du gabarit. C'est pas un gros lightweight, mais ça cogne quand même fort. Il est petit, je trouve un peu petit de taille pour la catégorie. Ouais, c'est vrai. Après, les Toi, lightweights, Mounir, c'est quoi ton pronom? Je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Pour moi, c'est un non-match. C'est un non-match total. C'est juste pour sauver un combat de la carte. Et Robert, il sait qu'il va se faire éteindre. Il va venir prendre son billet. Il va visiter la Tour Eiffel avant de finir inconscient à la Salpêtrière. Là. Ah, ok. Non, il va le tuer. Il va le tuer, Ludovic Klein. C'est un non-match. Pas grand-chose à dire dessus. Premier round ou deuxième, il va se faire éteindre. En fait, le point fort de Roosevelt, Roosevelt Roberts, c'est son striking. Mais le striking qu'il a, c'est un striking qui est très ouvert, qui est beaucoup trop ouvert même. Il va se faire contrer, il va se faire étendre. Premier et deuxième round maximum. Voilà. Ah, bah. Et d'ailleurs, à parler de mon talent de matchmaker, si j'aurais été matchmaker, moi j'aurais mis Klein contre Frévola. Parce que Frévola, on aurait voulu le voir en France, mais pas contre un Français. Donc voilà. Ah, je vois l'idée. Ah, ça aurait fait du spectacle, je pense. Hein. Et Ziam, Miskin, il retourne à 6-9 la trick. Il fait quoi aussi? Ah, mais non, mais. Bah non, mais du coup, Ziam, il peut prendre. Du coup, il aurait pris Nicolas Mota. Ou alors, du coup, il aurait pris. Du coup, vu que Mota a pull out, il aurait pris Roosevelt. Ah, Ça va pas donner la continuité de son ascension, mais ouais. Bah, ni pour Klein, finalement. Ouais, mais quitte à donner un nom, je préfère le donner à Ziam. Hein. Ouais. Oui, mais bon. Je vois ce que tu veux dire, c'est parce que Frévola, on l'aime bien, Ziam, on l'aime bien, on n'a pas envie. On en parlera de ce qu'on voit après, dans la suite. Parce que je suis en quart sur Twitter. Je suis en quart sur Twitter. Ça marche. et je suis ton avis. Ouais. Yes. On passe au combat suivant, c'est Oumar Sy, qui a quand même fait un bon combat d'entrée à l'UFC. Ça, c'est plutôt la classe. Qui combat Dawoon Young. Et voilà, on le suit de très près. Mounir, est-ce que tu veux commencer? Ouais, je veux bien commencer. Oumar Sy, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de suivre en direct à Arès. La première fois que je l'ai vu contre Paulin, c'était là, Paulin Béguet. Paulin Béguet. J'avais trouvé son grappling vraiment impressionnant dans le sens contrôle du terme. Mais je trouvais qu'il manquait de finition. Et il m'a fait fermer ma bouche tout de suite.
Ah, il m'a fait taire. Je me suis dit, bon, il y a du contrôle, il y a du cardio. En light heavyweight, quand même, il y a du cardio, il y a du contrôle, il y a de la vitesse, il y a du fight IQ. Mais il finit pas. Il finit pas alors qu'il avait la total contrôle sur le combat. Il m'a fait taire tout de suite après. Tu sais que tu dis que Omar Sy, il manquait de finish. Tu sais qu'il a 10 victoires. Tu sais que sur ces 10 victoires, il y a 8 finishes. Ouais, c'est là que je me suis rendu compte. Je me suis dit, merde, c'est quoi Ok. Et quand j'ai regardé ensuite, j'ai dit, ah, non, c'est toi qui es en train de faire l'exigeant pour rien, là. Et d'ailleurs, son entrée à l'UFC, je l'ai trouvée incroyablement impressionnante. Ouais. En fait, je pensais, parce que Omar, il est pas tellement âgé, hein, c'est pas quelqu'un c'est pas un 30, il a pas 34, 35 ans, c'est quelqu'un d'assez jeune. Il y a 28. Passer de Ares à l'UFC, ça allait peut-être lui faire Choc, ouais. un choc qui allait Grosse. le pressionner, mettre la pression. Il était d'un calme. Et c'est là que j'ai compris que ce gars-là, je le garantis, hein, c'est mark my words, comme ils disent les Américains, ce gars-là, il sera top 10. Fin 2025, il sera top 10. Sans problème. Attention, parce que les prédictions de Mounir sont souvent justes. Voilà. Ça me coûte un peu de le dire parce qu'on est un petit peu en La opposition. vidéo des champions 2024, je suis pas mal. Hein. Ah, on est pas mal. Ah, même, on est pas mal parce qu'on a fait On est pas mal. Je vous invite à aller la voir, vous pourrez juger par vous-même. Voilà. Bah, Omar, moi je le vois, je pense que Jung, il a de l'expérience quand même. Il a pas mal d'expérience, c'est un gars qui est expérimenté, qui connaît le game. Je pense pas qu'Omar le finira, pour être honnête. Je pense pas qu'il le finira. Il va essayer, hein, mais j'ai regardé un petit peu quelques combats de Jung, il est solide. Il est vraiment, vraiment solide. C'est pour ça que je dis que cette carte-là, c'est celle qui me plaît le plus parmi tous les UFC Paris, parce que vraiment, il y a de l'adversité. Ouais, il y a des match-ups hyper intéressants. On n'a pas mis juste des humains prêts à se faire étrangler ou se faire cahoter pour faire kiffer les Français. Là, on leur a mis des vraies oppositions. Et parmi ces oppositions, Woon Jong, moi, je le trouve vraiment fort, vraiment tenace. J'espère, là, je reviens sur mon prono, j'espère qu'il va le finir, mais je pense qu'il va lui mettre un 30-27 avec une masterclass en sol. Ouais. Déjà, pour son premier combat, il a déroulé sol, c'était à sens unique. Hein. Vraiment, non, mais il va rien à dire. Honnête, même dans le top 10 actuel, je ne sais pas qui a son grappling. Je ne sais pas qui peut résister à ce rouleau compresseur une fois qu'il chope le double leg ou une single leg, il tombe au sol. Qui va se relever? Qui va réussir à... Après, c'est pas le même niveau d'adversité. Il y a une progression qui se fera au fur et à mesure. Bien sûr. Mais même là, actuellement, le Omar Sy que j'ai vu du dernier combat, je ne sais pas qui dans le top 10 peut contrer son grappling, je ne sais pas. Et surtout dans sa KT. Voilà, la heavyweight, c'est quand même une KT de gros strikers. Des gens qui jouent avec vraiment un jeu de sol comme ça. Il y avait quoi? Il y avait Almeida avant qu'il passe en heavyweight. Mais là, il y a qui? Je te reviens si tu me dis... Non, je n'ai pas parlé de Magomed. On le laisse en dehors de ça. Voilà. Si tu me parles d'Ankalaev, je te jure, j'éteins tout. On ne mentionne pas Magomed Ankalaev, encore une fois, volé par notre site. C'est ça, oui. Bref, on arrête là. Donc, non, c'est même dans le top 10 actuel. Ouais. Tu peux me parler de Nikita Krylov, tu peux me parler de comment il s'appelle Superman là, Ryan Spann. Qu'est-ce qu'il va faire au sol contre Omar? Qu'est-ce qu'il va lui faire au sol? Si tu l'étends pas debout, Omar, et qu'il arrive à te saisir et à tomber au sol, je crois même à Ryan Spann, hein, peut-être je vais trop loin, peut-être je suis biaisé, mais moi dans le top 10, je vois personne contrer son grappling. Voilà, donc mon prono pour en finir, c'est Omar décision, mais j'aimerais qu'il finisse. De toute façon, tous les Français, je vais te dire que j'aimerais qu'ils finissent. D'ailleurs, là, tu as dit tous les Français, et moi, avec cette carte, ça m'a fait quand même plaisir. J'ai vu la liste de tous les gars qui combattent de chez nous, et franchement, il n'y a pas de quoi rougir. Ça commence à s'étoffer, vraiment, le roster chez les Français. Il en manque. Il en manque, absolument, ouais. Non, franchement, c'est bien sûr, en plus des têtes d'affiche, en plus de Gann, en plus de Chiro. Tu ajoutes Manon et Cyril, mais tu fais un événement numéroté direct. Ouais. Mais, non, là, ça dépend pourquoi. Si c'est pour la ceinture, oui, il y a de quoi. J'allais te dire, il va arriver quoi, Manon? C'est quoi son prochain combat, Manon? Ah, c'est vrai. Il va encore va taper quelqu'un d'autre. C'est la ceinture, Manon, il n'y a rien d'autre. Ah, grave. J'y crois. Mathéo. Je suis assez d'accord.
Bah, tout ce qu'a dit Mounir, je suis d'accord avec. Après, l'entrée, on va dire, de Oumar Sy, l'opposition, c'était un début, un combat, on va dire, à sens unique. Je voyais vraiment pas Oumar Sy se faire inquiéter sur ce combat-là. Mais comme a pu le dire aussi Mounir, Dan Moon-jung, c'est très, très solide. Euh, Souvent, malgré qu'il soit sur 3 défaites, qu'il a d'ailleurs perdu par soumission de son dernier combat, c'était contre Hulberg. Hulberg qui est d'ailleurs un gros striker, c'est juste que bon, sur le combat, il a pris de gros dégâts, mais bon, il est solide. Souvent les Coréens, le menton, il y a les Mexicains, mais aussi les Coréens. Ouais. Coréens zombies, c'est pas pour rien. Et du coup, franchement, je vois si s'imposer par je sais pas s'il va le soumettre, comme a pu le dire, mais j'aimerais bien une soumission pour vraiment. Parce que Dana White, on a pu le voir aussi après ce combat son entrée à l'UFC, il est direct allé le saluer. Dana White, il a l'air de bien l'apprécier aussi. Donc c'est une bonne chose. Et c'est en striking, attention, parce que c'est un gros striker, Da Won Jung. Et même si je pense que bon, il va pas essayer de trop striker. Et Omar Sy, ouais, comme a pu le dire aussi, encore Mounir, c'est gros sol. Il s'entraîne à MK Team. Là, on va voir l'opposition striker contre grappler. C'est ça, exactement. On sait tous Attention, que normalement, c'est le grappler qui a l'avantage. c'était ça, mais striker, grappler, Omar Sy a quand même un bon striking. C'est juste que dans cette opposition-là, vaut mieux, c'est plus logique de. Ouais, mais même, normalement, le game plan, Marcy, ça sera sol. Ah oui, ouais, c'est sûr. Mais il va mixer, tu vois, parce que pour cacher ses amenés au sol, tout ça. Mais ouais, c'est sûr. Bah, je pense, ouais, il va s'imposer et il va confirmer sa place de gros prospect dans la catégorie. Et c'est attention, malgré le palmarès, c'est pas un peintre d'Awon Jung. Ouais. Bon, malgré le palmarès, 15-5, c'est quand même honorable. Oui, non, mais je veux dire, les gens, ils peuvent regarder 3 défaites de suite. Ton prono, c'est quoi? Et en vrai, j'ai envie d'aller pour la soumission. J'ai la soumission peut-être au 3e round quand il sera bien fatigué après toutes les phases de grappling d'Awon Chung. Et il va peut-être donner son dos ou ce genre de choses. Quand on est derrière Oumar Sy, on y croit là. Allez, on y croit, ça va être incroyable. Combat suivant. Oh, celui-là il est un peu dur. Il me fend un peu le cœur. Parce que c'est Faresiam, qu'on apprécie évidemment, mais contre Max Frevola, on l'aime bien aussi. Donc, on est coincé. Mais évidemment, on va soutenir Fares. Bien sûr qu'on va Ça va être un. Bien Pardon sûr. Bien sûr qu'on va soutenir. Et heureusement. Évidemment, on va soutenir. Ouais, donc Frevola, c'est quand même un nom. Il y a quand même de l'adversité là. Mounir, je te laisse commencer. Ah, je vais laisser le Lyonnais commencer. C'est vrai, pardon. Pardon, vas-y, Mathéo. Essayer. Bah, parfait. Bah, comme on a pu le dire, j'apprécie beaucoup Ziam, mais je reste quand même mesuré, on va dire. Voilà, c'est un pro, c'est un petit Au bouclier niveau quand même. du pronostic, tu veux dire, au niveau de l'affrontement, de la difficulté? Bah, enfin, malgré que je l'apprécie lyonnais, français, tout ça, voilà, c'est quand même difficile. C'est un match-up. Il a été top 15. C'est quand même le battre serait un sacré, serait une belle avancée. Je veux dire, il serait peut-être top 15 ou l'entrée vraiment tout proche du top 15. Et c'est aussi un problème au niveau du style. C'est quand même c'est un brawler. C'est quand même jamais facile à affronter. Mais bon, je trouve que Ziam est beaucoup plus technique. Il peut gérer ce genre de combattant. Mais attention à une erreur. Aussi, on sait que voilà, ça reste aussi un sacré sol. Même d'ailleurs, je pense qu'il vient du sol de base. Et c'est un gros problème au sol. Et il peut essayer de mixer face à Ziam. Mais Ziam, je le trouve très solide. Contre Puelles, je trouve. Enfin, je pensais qu'il avait amélioré sa takedown defense. On a pu le voir qu'il a eu des gros problèmes dans son dernier combat. Mais je pense que c'est à cause de l'altitude et que c'était au Mexique. Du coup, c'est pour ça qu'il a, on va dire, un peu plus concédé les takedowns. Et des fois, il l'a utilisé justement pour récupérer. Et je trouve que ça va être un combat. Ça va être dans la salle, ça va être fou parce que apparemment, frère, voilà, dit qu'il va rentrer avec emmenez-moi, tout ça. Donc, il va essayer de mettre le public dans sa poche. Ouais. Quelque chose que j'aime pas trop parce que,
enfin, pas que j'aime pas trop, mais il affronte un Français pour moi, comme je l'ai pu le dire plusieurs fois sur Twitter. Enfin, on peut avoir de la sympathie pour Frévola, mais ça reste quand même Ziam, c'est notre combattant. Et en plus, surtout que, enfin, je peux l'entendre, par exemple, quelqu'un qui me dit, je préfère, enfin, je suis sur une opposition, par exemple, Ziam, Charles Oliveira. Je veux dire, Oliveira, si tu as découvert le MMA grâce à lui pendant son run, ok, mais Frévola, il n'y a rien de fou quand même. Et Comme quoi, c'est la preuve que la communication de Frévola, elle fonctionne. Bien sûr. ouais, bah oui. Ah, il faut le tout le monde sur Twitter, comme j'ai pu le dire, les gars, vous supportez un gars parce qu'il vous follow sur Twitter, s'il vous plaît. Pas mal, doucement quand même. Ouh là là, Matteo il tire là. Là, il règle ses comptes. Non, mais enfin, après, c'est chacun ses choix, mais moi, je n'arrive pas à comprendre en tout cas. Et ouais, franchement, ça va être un gros combat. Ça va être un gros combat de striking, je pense. Enfin, j'espère en tout cas que ça restera debout. Et je pense que Ziam va s'imposer par décision. Ça peut être une décision partagée parce que franchement, Frévola, c'est un gars qui avance constamment et qui tape très fort. Mais ouais, moi, je reste très chauvin et je mène ma propagande jusqu'au bout. Donc, faut Ziam par décision unanime. Allez, le Lyonnais. Et Mounir, il a dit une décision, t'en penses quoi? Alors moi, ce que j'en pense, c'est que déjà les gens qui supportent Frévola parce que le mec il se dit French Rolla ou il kiffe la France, etc. Les gars, les gars, Ziam, c'est la famille. On est français. Ziam, c'est la famille. Ziam, c'est la famille. Pour la famille. On peut avoir toute la sympathie du monde pour Frévola. On sera pour Ziam quoi qu'il arrive. Et même après le combat, on va checker Frévola, il n'y a pas de problème. On t'aime. Mais t'es face à un Français, donc forcément, on sera pas de ton côté. Tu peux être devant la terre entière, tant que c'est pas français, on sera avec toi. À part peut-être un Dagestanais, on verra bien. Bref. À part peut-être, hein? Un Dagestanais, mais c'est ça. Ah, ah. Oh non, il a vu, j'ai cru que t'allais dire, je sais pas, un Algérien, je sais pas, tu vois, je crois que t'allais sortir un truc. Non, mais j'en sais rien, tu vois, mais non, il me sort un Dagestanais. Sous cette crise identitaire de Mounir, là, Fares, c'est algérien, donc il rentre dans l'Algérie lui aussi, mais tu connais combien de combattants à l'UFC des Algériens? Il n'y en a quasiment pas. Je crois qu'ils sont à Lyon tous. Hein. T'as Guémon et Guillaume, c'est tout. C'est vrai, ouais. Non, mais évidemment, on va se tenir Fares et on sera là pour regarder ce combat. Alors, ensuite, match-up. Ouais. Il est intéressant parce qu'on a un striker contre un striker, mais c'est pas le même type de striking. Là, concrètement, on a un affrontement entre un. Comment dire ça? Technicien et un brawler, moi, genre. Ouais, voilà, un technicien et un brawler. J'allais dire un fimeux, j'allais parler en taille. Entre un technicien et un brawler. Et technicien, j'insiste sur le technicien, Fares, c'est un ancien kicker. Il a même combattu au Glory. C'est quelqu'un qui a beaucoup amélioré son fight IQ, qui faisait défaut par le passé. C'est une réalité, il faut l'accepter. Et le combat qu'il fait contre Poyes, c'est un combat qui est très très intelligent. Sa manière de combattre, j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui a des déplacements impeccables. Il fait le bon choix au bon moment. Il a une palette technique en striking qui est très élaborée. Donc moi, j'ai aucun doute en striking que Fares Ziam est bien meilleur que Frévola. Il n'est pas juste meilleur, il est bien meilleur que Frévola. Là où j'ai un petit bémol, c'est sur la condition physique de Fares. La condition physique de Fares, j'ai un petit problème là-dessus. Parce qu'on a vu contre Poeles, le troisième round, après peut-être que l'altitude a fait que, mais l'altitude, bon, on l'a vu. Comment il s'appelle le Brésilien ou Italien que Pimplet il a éteint là? Un Vendramini. Oui, Vendramini, bien sûr. C'est la même chose. Le troisième round, il a décliné, Fares. Il a complètement décliné. Il a même, entre guillemets, survécu au troisième round et il emporte 29-28. Il n'était pas blessé, si je me souviens bien. Je suis pas informé. Je me souviens, pendant le combat, il s'était fait un truc, je me demande, et donc c'était plus compliqué sur le troisième. C'est des souvenirs. En tout cas, visuellement, ce qu'on voyait contre Vendramini, c'est qu'en termes de conditions physiques et de cardio, le troisième round, il baisse de régime, Fares. Et contre Frévola, j'ai peur. Parce que Frévola, c'est quelqu'un qui... Ce que je suis en train de dire moi actuellement, si j'arrive à le voir, lui, il arrive à le voir. Il peut très bien choisir d'échanger avec Fares debout sur les deux premiers rounds et choisir de l'éteindre au troisième. C'est un scénario qui peut arriver. Mais je pense que Fares s'y est préparé. Je pense que Fares, il veut faire bonne impression devant son public à Paris. Parce qu'il a beau être lyonnais, t'es la famille, à Paris, t'es chez toi. Et je vois bien Fares gagner. Par contre, je le vois pas finir. Frévola,
Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué de le surprendre dans le sens où Il faut rien quand même. si tu restes orthodoxe dans ta manière de combattre, comme le fait Fares en striking, il est très orthodoxe. Il n'y a pas de surprise, il y a pas de choses qui sortent de l'ordinaire, un peu comme BSD ce qu'il a fait. Je pense pas que tu puisses le surprendre. Par contre, tu peux l'empêcher, lui, de s'exprimer. C'est ce que je pense que Fares va faire. Il va striker de manière à l'empêcher d'exprimer son striking. C'est dommage parce que Fares, là, ça lui ferait du bien d'avoir un petit finish. Moi, j'ai vu sur beaucoup de ces vidéos de training, tout ça, il a l'air de beaucoup travailler les coudes, là, et les genoux aussi. Et franchement, si je miserais sur un KO comme ça, tu vois, un prono, on va dire, fun, franchement, sur une sortie de clinch, avec un coup de coude, ce serait pas impossible que Ziam cherche beaucoup le clinch. Donc, moi, un genou sauté, level Barbosa. oh là, il fait lever toute la salle et C'est vrai qu'on a mis là comme ça. je le sautais contre Frankie Edgar. Ouais. Un genou sauté, en plus, il est beaucoup plus grand de taille, puisque voilà, je crois il a 1,72 ou 1,73. Et Ziam, je crois il a 1,85 quasiment. Il est beaucoup plus grand. 1,75 et 1,85, il y a 10 cm. Il est très grand pour un lightweight, Ziam. Lâcher un genou sauté pleine bouche, level Edgar, ça n'a rien. Mais on va rester terre à terre. Je pense que Ziam va surtout essayer d'assurer sa victoire contre un ancien top 15. Je pense la décision, 30-27. Ça marche. Bon, en tout cas, oui, on le répète, on soutient Fares et ça va le faire aussi. J'y crois. Morgan Charrière contre Gabriel Miranda. Ça aussi, ça va faire du bruit dans la salle. On est d'accord? Bon, Morgan Charrière, évidemment, on le connaît tous, je pense. Et là, il est rentré à l'UFC. Il a fait une très bonne première perf. Il y a rien à dire. Là, il sort d'une défaite par split décision contre Mariscal. Matteo, qu'est-ce que tu en penses de cette opposition? Ça va être une opposition, on peut dire encore de style, parce que Miranda, c'est vraiment quelqu'un qui est... son point fort, c'est vraiment le sol. Morgan, c'est pas vraiment du coup une opposition de style, parce que Morgan est quelqu'un de complet, que je dirais well-rounded. Et... well-rounded. Et comme je disais, je pense que du coup, il va essayer de garder le combat debout. Et d'ailleurs, il a une très bonne takedown defense. Donc, je pense qu'il va réussir à garder le combat debout. Il va le faire payer à Miranda. Miranda, qu'on a déjà vu se faire finir d'ailleurs par Benoît Saint-Denis. Bon, c'était pas dans sa KT, il était monté dans la KT d'au-dessus. Mais ouais, pour moi, je pense que je me fais pas trop de frayeur pour Morgan. Cet adversaire, d'ailleurs, il devait prendre un autre adversaire, Edgy Cunningham. Je trouve, l'UFC vraiment veut le marketer, donc je le vois pas. L'UFC n'a aucun intérêt à le mettre face à un gros bouclier, en tout cas pas maintenant. Et je pense que Morgan pourrait même peut-être finir encore son adversaire, parce que je pense qu'en termes de striking, il y a vraiment une différence de niveau. Mais attention, par contre, si ça va au sol, ça peut être très très dangereux. Miranda, il a énormément de finish par soumission. Mais je me fais pas de soucis. Et Morgan, il a fait des guerres contre des gens comme Paul Hughes, Vucenic. Il a connu mieux, donc je me fais pas de soucis. Je pense que même qu'il pourrait finir. Et je pense que je dirais ça. J'irais peut-être un finish au troisième round. Ok, comment? Il aime beaucoup les middle. Alors, on a pu le voir contre l'Italien qui l'a battu. Et ouais, c'est ça. Mais ouais, franchement, je pense peut-être un TKO où il le touche, il le sonne et après il le finit en grand endpoint en vrai. Ça marche. Mounir. Moi, je vais être un petit peu plus prudent sur ce pronostic-là, dans le sens où il y a une variable qu'il faut prendre en considération qui est très importante, c'est que c'est un short notice. Ce combat, il a rien à perdre. Ce combat, il est en short notice pour les deux. Les gens, ils disent oui, ouais, c'est un short notice pour Miranda. Morgan, il s'était préparé pour un adversaire à la base. Là, c'est un tout autre type d'adversaire qu'on lui met. C'est un adversaire, on a vu les échanges contre BSD. Si c'était pas
le menton, entre guillemets, surhumain de BSD, il y a des chances qu'il se soit fait TKO. Hein. Vous vous rappelez du combat qu'il fait contre BSD, les échanges en anglaise? Après, Morgan, il rentre pas. Enfin, il a pas la. C'est pas de... Moi, je pense que BSD, il aurait gagné dans tous les cas. Non, aussi. ce que je veux dire, c'est que s'il Il a un ton, pas menton. granit, mais le granit a été fissuré par Poirier, mais s'il avait pas son menton. Parle pas de ça, pourquoi tu parles de ça? T'es viré, Mounir. On a dit, ça n'a jamais existé. Effectivement, Poirier, de toute façon, Poirier s'est fait étrangler par Makhachev. Makhachev a officiellement vengé Benoît. Aucun rapport. Continue. Non, pour être plus sérieux, Miranda, c'est quelqu'un qui a rendu la dragée haute en striking à BSD. Si vous vous souvenez du combat, c'était à l'UFC Paris. Hein. Il l'a éteint, mais rappelez-vous qu'il a pris beaucoup de coups BSD. Et moi, ce que je crains avec Morgan, c'est que Morgan, déjà de 1, c'est pas BSD. Et de 2, il y a la menace du sol que je n'avais pas concernant BSD. Parce que BSD, il a peut-être commencé le MMA bien après Morgan, mais je trouve qu'il se débrouille bien mieux que lui en grappling. C'est un très bon grappleur. Je trouve vraiment bon Benoît par rapport à... On regarde ce qu'il a fait à Poirier au premier round, on ne l'a pas oublié. Le deuxième n'a jamais existé. Bref. Je pense que, au même titre que Oumar peut travailler son anglaise pour masquer ses entrées en lutte et ses changements de niveau, Miranda, il peut faire la même chose. C'est pour ça que Morgan a tout intérêt à éteindre Miranda dans le premier, voire milieu du deuxième round. Parce que si ça va dans la longueur, j'ai peur pour Morgan, la vérité. Donc, le prono que je veux, c'est Morgan qui l'éteint au premier ou au deuxième round. Allez, audacieux. Morgan, ticket au deuxième round. Ok. J'aime beaucoup. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà. En charrière, on est aussi derrière lui, comme tout le monde, je pense. Il sait contre qui on va être. Ouais, grave. Ah oui, parce que chez MMA Propagande, le nom l'indique, hein, on est biaisé. Alors voilà, il n'y a pas de... Je sais pas quoi. Non, on est biaisé. C'est en fait la propagande. Et on sait exactement laquelle. On passe au combat suivant. Parce que là, je pense que celui-là va régaler le matchmaker qui est en toi. Mathéo, je dis ça parce que Mathéo est effectivement matchmaker d'une organisation. Je vous laisse trouver laquelle en allant fouiller sur Twitter. Voilà. Et non, moi je trouve que le match-up est très bien, je trouve ça super intéressant. C'est Kevin Jousset, que l'on a interviewé d'ailleurs, vous pouvez aller voir la vidéo sur la chaîne, contre Brian Battle. Et quand j'ai vu ça, même le palmarès c'est 10-2 contre 10-2, j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, donc... Regarde l'opposition physique, c'est le même corps, ils ont le même corps. Ouais, je trouve que Jousset il est plus solide, hein. Brian Battle, au début, si tu veux, il était un peu plus... il n'était pas dans sa caté, je pense, déjà. Il a survécu pas mal de trucs. Physiquement, il s'est beaucoup transformé. Et je vous sais, il a toujours été solide. Au teuf, Battle, il était en 84. Ouais, je crois. Oui, non, c'est certain. Je te le dis, il était en 84. Ouais. Non, c'est sûr qu'il a... Et il a trouvé son truc, parce que franchement, au teuf, c'était... pas ouf, je trouve, Battle. Enfin, le niveau de cette année, je l'avais pas trouvé dingue. Il me fait penser, on dirait qu'il a vraiment trouvé sa caté. Ouais. Je trouve qu'il y a un truc qui a été réglé, il est bien plus convaincant maintenant. Donc voilà, vas-y, je te laisse en parler. Kevin Jousset, 10-2 en carrière, c'est 2 défaites de son propre aveu. C'est des défaites soit défaut physique, soit défaut mental, dans le sens où il n'a pas pris il n'a plus jamais commis l'erreur de prendre un combat à la légère, entre guillemets. Tout ce que j'ai compris dans l'interview que tu lui as accordé, a fait l'honneur de t'accorder. Grave. Non, mais maintenant, il était intéressant, l'interview. L'interview était intéressante à écouter en courant sur un tapis de course à la con. Enfin bref. Et j'ai regardé un petit peu, à la suite de ça, j'ai regardé un petit peu les combats de Jousset, et j'ai l'impression que j'ai employé un mot qui est un petit peu galvaudé, mais qui se adesaniaise de plus en plus.
pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, c'est un peu la méthode de City Kickboxing, quoi. C'est ça. Exactement. Même sa manière de striker, elle est. Au fur et à mesure qu'on avance dans ces combats, je les ai quasiment tous regardés. Il y en a qui sont pas disponibles, hein. J'en ai trouvé un ou deux qui n'étaient pas disponibles. Pour la plupart, je les ai tous regardés. Son style, il change petit à petit, mais il a un gros. Comparé au HEX, ça a évolué. C'est ce que je lui avais dit d'ailleurs. Il y a un truc là sur la gestion des distances, Ça stance, toujours des feintes, toujours tout ça. Mais il y a clair. un truc qu'il n'a pas perdu, c'est-à-dire qu'il a fait que prendre, c'est sa préhension. Son judo. Il est vraiment bon. Contre la cage, il a un judo, il est vraiment, vraiment bon. Et je pense que c'est justement sur cet aspect-là du combat qui fera la différence contre Battle. Donc mon pronostic va aller vers Kevin Jousset. Par contre, à la décision. Battle, c'est un bourbier. Non, c'est intéressant. Moi, c'est ce que j'aime en fait. C'est des combats. On les voit, on se dit, il y a des choses qui vont se passer. On ne sait pas trop. Tu sais, c'est pas comme si c'était gagné d'avance, quoi. Ce qui me semble. Évidemment, moi, je pense que Kevin va gagner, mais ça va être intéressant. Battle, il semble qu'il a un vaincu à 77. Je crois, oui. Ouais. Il a un vaincu à 77. Ouais, si je dis pas de bêtises, je vais Ah, regarder. si, il a perdu contre Rinat Fakhreddinov. Ah, Oui, bah après, c'est. c'est crédit, non. Vas-y. Encore une des propagandes de Mounia. C'est ça. Non. Elle est belle, celle-là. De perte qu'il a fait, je lâchais le train. Moi, je le trouve vraiment surcoté pour la hype que les gens lui donnent sur Twitter. Rinat? Ouais, oui. Ouais, mais on va pas parler de ça, là. Là, c'est le même délire que Shara. Shara Magomedov, il n'a pas le niveau qui est à la hauteur de sa hype. Mais il s'appelle Magomedov, il est roux, il a un œil en moins. Bon, allez, parlez-moi de Jousset, là, contre Battle. Allez. On se concentre. Ce que je peux compléter sur ce que Mounir a dit, en vrai, c'est. Brian Battle reste. Pour moi, Jousset est complet. Et Battle est plus unidimensionnel. C'est un kickboxer. Donc, Kevin, il peut plus amener le combat là où il veut. Il peut, on va dire, plus dicter le combat où il va aller. Donc, éviter, par exemple, le striking en collant à la cage, etc. Mais attention, ça reste vraiment un très bon kickboxer, Battle. On l'a vu éteindre le japonais Sato sur un méchant head kick. Il connaît très fort, hein. Comme on a pu le dire aussi, il était en middleweight avant. Bon, je sais aussi, il a fait les 2 KT. Donc, j'ai du mal à avoir Jousset perdre contre un kickboxer unidimensionnel, bien qu'il soit très bon. Pour moi, pareil, il est dans une grosse team. C'est sûr, ils ont fait un game plan vraiment. Surtout Kevin, des kickboxers. Oui, il en affronte. C'est ça. Tous les jours à l'entraînement, il a des seniors. Un truc qu'il peut gérer, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, là, tu t'as dit qu'il était complet. Moi c'est vraiment ça qui me fait plaisir. C'est quand je vois Jousset, je me dis, honnêtement, son adversaire, ça doit être chaud de trouver un game plan. Ouais. Si t'as Jousset en face de toi, tu te dis, bon, en striking, c'est un peu compliqué parce qu'il défend bien, Jousset, il a plein de trucs, il place bien son jab, c'est très propre. Et en plus, il a un menton. Il a amélioré ses déplacements, absolument. Et il a un menton parce qu'il en a pris une. Il n'a pas bougé, là, le dernier combat. Franchement, c'est compliqué. Tu le prends en lutte, tu te dis, c'est compliqué. Tu le prends au sol, c'est compliqué. Franchement, j'aimerais pas être son adversaire. Voilà, je dis, je préfère prendre quelqu'un d'autre. Mais d'ailleurs, c'est pas les odds, les cotes sont pas du tout. Ils voient Battle devant. Vraiment. Oui, parce que c'est pas la même expérience à l'UFC. Oui, c'est sûrement à cause de ça, ouais. Mais en tout cas, c'est bien représentatif. Prouvé après là. Peut-être que ça le sous-estime, on sait pas. On verra. Donc, décision unanime de Kevin, je sais. Là, on continue sur la propagande du Juice. On va pas lâcher le train, ça c'est sûr. Combat suivant. William Gomis contre Brito, brésilien. Ça aussi, c'est tendu. Ça c'est tendu. Les problèmes. Je me suis amusé à regarder tous les combats de Gomis à l'UFC. J'ai pas voulu regarder contre Aliou Naï. Le combat était nul. Désolé
William, si tu regardes cette vidéo, désolé, ton combat est contre Ali Younai, il ne compte pas pour moi. J'ai regardé tous les combats à l'UFC de William et j'ai regardé tous les 7-8 derniers combats de Joe Anderson Brito. Et je crois que c'est la seule propagande française où le prono ne suivra pas malheureusement. Il y a beaucoup de qualité, William Gomis, il a beaucoup de qualité. Son sanda fait qu'il est relativement complet en striking. Il se déplace très très bien. Il est très grand pour la catégorie, c'est-à-dire il a une annonce qui est vraiment supérieure de manière générale aux autres combattants. Je sais pas comment il cut, d'ailleurs. Apparemment, tout le monde l'a vu en vrai. Tout le monde se demande comment il est dans cette catégorie, en fait. T'as pas dit une dinguerie, il a pas combattu à Yunai. Ouais, je pense que tu voulais dire Gamuri, oui. Non, avant l'UFC. Ares. Il a pas combattu. C'est qui l'a combattu à Ares? Le dernier combat qu'il fait à Ares, j'étais présent. Marcos. Ah, il était remplacé à Yunai, il était blessé. C'est vrai, il était blessé, il était remplacé. Il devait combattre à Yunai, il a passé. Ouais, mais donc c'est bien ça. J'ai bugué là. Il a fait un combat, c'était un sparring, j'ai pas compris. Je dis vas-y. Ah, c'est Gamuri. C'est contre Gamuri, ils ont fait un petit sparring. Je te parle pas de l'UFC, je te parle de Ares avant qu'il rentre à l'UFC. Ok. Il est rentré, il a affronté Gamuri, après il a affronté Francis Marshall. Ouais, c'est ça. Il a affronté Jaron Herens, c'est ça où il a fait Jarno Herens. Jarno Herens au troisième round, je préfère faire mourir que d'abandonner tout ça là. C'est ce combat-là. Ouais, c'était incroyable. C'était marrant à voir, franchement. C'était cool. Oh, bonhomme. Depuis, franchement, il s'est fait connaître un peu auprès du public. Il a convaincu. Au moins, il a du cœur, ça, tout le monde aime. Non, on lui donne du respect, William Gomis. On lui donne du respect. C'est quelqu'un qui représente la France quoi qu'il arrive. Donc, on lui donnera du respect quoi qu'il arrive. Ouais. Cependant, il a un style qui ne convient pas à Joe Anderson Brito. Ça ne convient pas. Ça ne convient pas dans le sens où c'est un mismatch en termes de style. Et comme on dit toujours, styles makes fight. C'est les styles qui font les combats. Joe Anderson Brito a précisément le profil pour battre William Gomis. Il y a une seule issue où je vois un seul scénario où je vois Gomis vainqueur, c'est un Gomis qui arrive à bouger constamment sur 3 rounds, qui ne s'arrête jamais de bouger, qui ne se laisse pas coincé dans un coin, coincé contre la cage, qui arrive toujours à avoir une réponse en striking, parce qu'on a vu, les low kicks de Brito, c'est solide. Il a des low kicks, c'est des coups de batte. Mais il a un défaut en striking, c'est que son anglaise, déjà, elle est très moyenne. Ça, c'est factuel. Il suffit de regarder ses combats. Il a une anglaise qui est très moyenne. Et surtout, il est très, très ouvert. Et ça peut être une porte d'ouverture à Gomis pour qu'il peut le mener vers la victoire. En particulier sur son bras droit. Son bras droit, c'est-à-dire son bras arrière, il est rarement protégé. Il ne se protège pas beaucoup là-dedans. Et le combat qu'il fait contre Jonathan Pierce, qu'il avait affronté, il me semble, avant le dernier combat. Jake Shore. C'est Pierce. Ouais, il a fait Jake Shore et après Pierce. Ça, Shore. Non, c'est Pierce puis Jake Shore. Ouais, Jake Shore, je le compte pas dans ce combat. Enfin, je le compte, il existe, mais Shore, c'est un ancien bantam. Il avait un avantage physique Brito par rapport à lui. Par contre, Pierce, c'était solide. La performance est solide. Et il y a un moment dans ce combat où Pierce, il arrive à placer un high kick jambe arrière sur le côté droit de Brito, parce qu'il a vu, je pense, que Brito ne se protège pas bien le côté droit. Et je pense qu'il y a quelque chose à gratter pour Gomis ici. Gomis, il a des jambes qui vont très vite. Il est très loin. Il a des jambes qui dégainent de par son sanda. Le sanda, c'est avant tout les jambes, avant les poings. Pas comme le taekwondo, mais bon, vous m'avez compris. Ses jambes vont vite, ses jambes vont loin. Je pense qu'il y a moyen de trouver une ouverture. Par contre, cette ouverture, tu l'auras une fois, pas deux. Parce que si tu rates ton coup et que lui, il te chope en body lock contre la cage, Brito, c'est un problème. Le quart d'heure. Ah, si tu vas passer un sale quart d'heure et sa lutte, elle est solide et il a une capacité de finish. En fait, il a un truc qui contre la cage. À hauteur du sang. C'est que il frappe au corps. Il frappe beaucoup au corps jusqu'à ce que tu descendes. Et contre la cage, il arrive à monter en uppercut pour t'emmener au sol derrière. Quand tu mènes au sol, compliqué. Ouais. Donc, le problème, c'est que c'est un mini-scénario parmi tout plein de scénarios où c'est Brito qui gagne. Donc, je ne vais pas miser
pas miser la probabilité la plus faible que le scénario se produise. Je vais miser de l'autre côté. Je pense que Brito va l'emporter. Hmm. Et que Brito va l'emporter avant la limite. Ok. Je pense que fin du round 2 ou début du round 3, il va trouver ses ouvertures soit en striking, parce que il cogne mal, mais il cogne fort. Soit il va réussir à changer de niveau et il va le terminer au sol. Ok. Mathéo, t'en penses quoi? Moi, je suis totalement d'accord avec ce que peut dire Mounir. Brito, c'est très fort. Je l'ai mis aussi dans mon thread des gens, enfin des combattants à suivre cette année. Et il a complètement confirmé. Et ouais, ça va être très compliqué. Gomis, il peut le faire, exactement comme a pu le dire. Je vois vraiment le scénario où il pourrait tourner énormément et essayer d'éviter Brito. Sauf que Brito, c'est vraiment le gars qui... Il y a un moment, il va te mettre la main dessus, c'est certain. Et quand il... Laisse, il s'arrête pas. Ouais, bah, en fait, c'est ça. Peu importe, à un moment, il va te toucher, de toute façon, et il s'arrête pas. Donc, ça va être très compliqué. Après, Gomis, il a quand même cette façon à toujours survivre. Donc, je sais pas, mais là, Brito, c'est vraiment l'instant de tueur. Donc, c'est vraiment le Brésilien qui est au sol, debout, mais qui est ouvert debout aussi. Mais franchement, ouais, là, c'est vraiment un trop gros pied, je trouve. J'espère qu'il gagnera, en tout cas, vraiment, parce que s'il gagne, il passe un gros nom et il pourra se mettre très très bien aux yeux de l'UFC. Il passera en 4-0 à l'UFC. Mais là, Brito, c'est vraiment, il a accroché des gros noms quand même. Il a accroché Shore, Pierce, Diego Lopez, Chepe Mariscal. Alors que Gomis, par exemple, ses 3 combats à l'UFC, c'est certes 3 victoires, mais c'est toujours de manière tendancieuse, on va dire. Des splits en plus, ces victoires, c'est des splits. La première, c'est une majorité décision, une split et un arrêt. Bon, en vrai, contre Gameway, on va pas se mentir, il gagnait le combat. Ça aurait été une décision unanime, je pense. Ring. Oui, c'est sûr que c'était pas le combat le plus fun de la carte, en tout cas, mais bon, en tout cas, ouais, c'est pas très convaincant. Ça nous donne pas le truc à te dire, lui, ouais, il va faire mal à l'UFC, alors que Brito, sur ses combats. Après, Avec lui. Ouais. Ne fais pas l'erreur de vouloir échanger. Ah ouais, il y a c'est un ça. truc, c'est que Gomis, donc pour moi, contre Gamuri, c'était un combat un peu léger. J'ai trouvé, ça faisait un peu sparring. Ils n'avaient pas l'intention de s'arracher la tête, j'avais l'impression. Ce qui fait que peut-être qu'on n'a pas vu toute l'évolution de Gomis. Peut-être qu'on n'a pas vu tout ce qu'il peut faire vraiment dans des situations où il veut faire très très mal. Je me dis que finalement, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu Ça dans fait un cette an. position. Et ouais, il y a moyen qu'il surprenne, quoi. Il y a moyen qu'il ait progressé et qu'on l'ait pas vu venir. Moi, c'est ce que j'aimerais. Il y a un scénario que j'ai pas évoqué qui peut tout à fait arriver, c'est que comment on voit Brito, la manière dont on voit Brito, c'est un Brito qui est en marche avant. Si Ouais. Gomis trouve le moyen de mettre Brito en marche arrière, ça peut être une clé. Mais Après, c'est pas le style de Gomis de rentrer dedans, enfin de faire reculer l'adversaire. c'est quelque chose qu'il ne fait pas. Ça veut dire Ouais, qu'il c'est ça. va prendre le milieu de la cage parce que Gomis, c'est toujours ce qu'il fait. Il vient, il check le gant, il essaie de prendre le milieu de la cage tout de suite pour montrer que tu es chez lui. Brito, ça marchera pas. Tu vas pas prendre la cage. Vaut mieux pas jouer avec ça avec lui. En tout cas, voilà, moi je vois que Gomis est jeune, il y a une marge de progression et j'attends de voir ce qu'il va proposer. Donc moi, je l'enterrerai pas tout de suite, hein. Honnêtement, je pense qu'il y a des portes de sortie. Franchement, ouais. Après, je sais pas. Peut-être une soumission en vrai, parce que je le vois peut-être, on va dire, éviter le chaos, on va dire. Peut-être tenter un takedown à la fin. Enfin, vu que Brito va faire que lui avancer dessus à un moment, essayer peut-être de s'en sortir et tenter un panic takedown et après au sol, Brito il va être létal. Mais ouais, je vois Brito s'imposer. Euh, J'espère, on va dire, le plus propre possible. Pas un sale chaos où on voit Gomis. Mais ouais, je le vois perdre peut-être par un. Compliqué de voir Gomis se faire KO par quelqu'un qui n'est pas aussi bon que lui en striking. Parce que si on compare vraiment les striking de l'un et de l'autre, Gomis Oui. il y a Ouais.
en striking pur, attention. Hein. Ah oui. Mais c'est la combinaison de toutes ces qualités qui font que Brito est bien plus dangereux que C'est du MMA. Voilà, Ça. mais je sais pas, j'ai du mal à voir Gomis se faire TKO, j'ai du mal. Je pense pas que, à moins que ce soit au sol, attention, un ground and pound ultra. Ouais, moi je pense que ça sera ça. Hein. Moi je pense que ça sera ça au deuxième round. Un TK au deuxième round. Ça marche. Bon, en tout cas, on verra. Moi, je souhaite à Bonne chance à William, Gomis. voilà, je souhaite une bonne chance, tout simplement, de faire la meilleure perf qu'il peut, et le public le soutiendra. On s'arrête là pour ce début de carte. Donc, ce début de carte, il nous reste 2 combats à faire, et on va se retrouver dans une vidéo pour parler de Nassourdine, et une autre pour parler de Benoît. Voilà. Je pense que ça mérite des vidéos à part entière. Merci beaucoup, Mystic Matt. Merci beaucoup, Mounir. J'espère que ça vous a plu à tous. N'hésitez pas, à liker la vidéo et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt. Voilà. À la prochaine sur MMA Propagande. Bonne nuit les petits. Bonne soirée.